Merci à tous les participants. مرحبا بكم الكل. صحة شربتكم، صحة فطوركم. Et on va commencer le webinaire d'aujourd'hui. Et on a choisi pour les 4 webinaires qui vont venir un sujet très énigmatique qui est l'endométriose, qui pose des problèmes à tous les niveaux. Et on va axer surtout sur les avancées au niveau des connaissances sur ce sujet-là. Et on commence bien entendu par le diagnostic pour savoir est-ce que l'échographie va pouvoir supplanter la célioscopie en matière de diagnostic en première intention pour donc de passer au non invasif pour faciliter le diagnostic. Et pour cela, nous avons donc invité un référent de marque, le docteur Khalil Zwiten, qui va nous parler de ce sujet-là. Et on va aussi s'aider avec le docteur Dora Ghourbel, radiologue, qui va nous aider donc à animer ce webinaire. À toi la parole, Dora, et merci. Alors, bonsoir, Saha Chelibotkom, pour ceux qui font Ramadan. Je te remercie beaucoup, Dr Khalid Mahmoud, de m'avoir invité pour animer avec vous cette première session de webinaire organisée par Fertilia dans le cadre du diagnostic et de la prise en charge de l'endométriose chez les femmes infertiles. Je souhaite la bienvenue à tous les participants, à tous mes amis et collègues gynécologues et radiologues en particulier. On a l'honneur d'avoir avec nous Dr Khalil Zwiten, qui est un imminent référent en échographie, en échographie pelvienne et obstétricale, qui va nous parler de l'échographie en première intention dans le diagnostic de l'endométriose en général et en particulier chez les femmes infertiles. Je vous laisse la parole, Dr Khalil Zwiten, pour nous illuminer et nous donner beaucoup d'astuces, du moins, pour faire une bonne échographie pelvienne. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, Khalil, oui. un rappel pour les participants, oui. pour qu'ils puissent donc écrire leurs questions au fur et à mesure dans la rubrique Q&R. Et on va donc répondre aux questions durant la première pause et puis à la fin de l'exposé. Ouais. Donc, merci de bien vouloir écrire vos questions et vos remarques, vos suggestions aussi dans la rubrique Q&R et non pas discussion, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va faire une première partie. C'est ça, Dr Zwiten? C'est ça, voilà. Donc, on a divisé le topo en 2 parties. On va répondre aux questions des participants. Voilà. Okay. Je vous laisse la parole. OK. En tout cas, c'est très gentil. Merci de m'avoir fait un tel honneur et tout. Bon, je vais essayer d'être à la hauteur. Non, je suis sûre. Alors, bonsoir tout le monde. Saha Sheribet, comme ceux qui sont en Tunisie. Alors, je m'intéresse beaucoup à l'endométriose parce que je travaille en Martinique et il y a beaucoup d'endométriose en Martinique. Et en début d'année, j'ai sorti un bouquin avec mon copain Jean-Marc Levaillant et son assistante Edwige Horteloup sur l'échographie de l'endométriose parce qu'on a pensé qu'il y avait un manque en fin de compte et que les gens attendaient quelque chose de très didactique pour l'échographie de l'endométriose. Donc, c'est un peu un résumé assez bref de ce bouquin. Donc, en première partie, on va faire le compartiment antérieur, le compartiment médian avec l'adénomiose, le torus et l'élus, et vous verrez qu'à l'échographie, on voit très, très bien le torus et les ligaments hétérosacrés, et latéralement, donc, les ovaires et les trompes. Alors, pour commencer, un petit rappel anatomique, ça ne fait pas de mal. À l'échographie, le plus souvent, on utilise donc des coupes sagittales, des coupes transverses rarement et des coupes frontales. Malheureusement, pour la coupe frontale, ceux qui ne disposent pas de sonde volumique sont privés donc de cette coupe frontale qui
est essentiel donc dans un bilan d'écho pelvienne si on veut vraiment progresser et si on veut faire des bilans d'endométriose. Maintenant, autre chose, le choix de l'affichage. Beaucoup de gynécos travaillent dans ce sens-là, comme si la patiente était suspendue par les pieds, ce qui n'est pas très naturel. C'est mieux de bosser comme ça, comme bossent les radiologues, parce que l'avantage, c'est que vous pouvez comparer votre échographie à l'IRM qu'aura certainement la patiente après pour le bilan de son endométriose. Ce qui est intéressant, c'est de revoir donc la patiente avec l'IRM qu'elle a fait pour pouvoir comparer ce que vous avez vu et ce que vous n'avez pas vu à l'échographie. Et ça permet d'énormément progresser et de voir de plus en plus de choses à l'échographie. Un petit rappel sur quelques coupes donc anatomiques. Le plus souvent, l'utérus il est antéversé comme ici. Il peut être antéversé rétrofléchi et antéfléchi, pardon, comme pour les utérus cicatriciels. Il peut être antéversé et rétrofléchi, rétroversé, et une situation qui est très intéressante, il peut être rétroversé et rétrofléchi dans des bilans d'endométriose. L'utérus, quand vous faites le sliding sign, vous essayez de bouger l'utérus. L'utérus est recroquevillé comme un escargot. Il est complètement collé au rectosigmoïde. Donc, c'est une rétroflexion qui est acquise. Comparativement donc, au tableau d'Isabelle Thomasin qui est utilisé à l'IRM, Jean-Marc Levaillant a imaginé un tableau qui est superposable à l'échographie. Vous avez donc le compartiment antérieur avec la vessie et les uretères proximaux, le compartiment médian avec le corps utérin, le col, l'utérus et le vagin, et latéralement, donc, les ovaires, les ligaments utérosacrés proximaux, et sur le plan postérieur, vous avez le rectosigmoïde, et sur le côté droit, le cécum et l'appendice. Tout ça, c'est accessible à l'échographie. Quand on regarde le pelvis, donc sur une coupe sagittale, vous avez 3 compartiments. Donc, on va diviser le pelvis en 3 compartiments. Antérieur, c'est le compartiment urinaire. Médian, c'est le compartiment génital. Et postérieur, c'est le compartiment digestif. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le compartiment intérieur? Il faut savoir que la sensibilité de l'écho dépend donc de la taille des ou des nodules et surtout de l'expérience de l'opérateur. Donc, quand vous faites faire une échographie par quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience en échographie, il va répondre « j'ai rien vu, l'écho est normal », alors que la patiente, elle décrit des douleurs typiques d'endométriose et son gynéco, il est quasiment certain qu'elle a de l'endométriose. Ça dépend aussi de la symptomatologie. Souvent, les localisations donc, du compartiment intérieur peuvent être asymptomatiques. Parfois, elles peuvent être accompagnées de dysurie ou d'urgenturie. Exceptionnellement, d'hématurie, on va en voir des exemples. Et il ne faut pas méconnaître donc, la voie abdominale chez des patientes vierges. Et je vais vous montrer que même par voie abdominale, on peut trouver donc, des nodules du compartiment antérieur. Qu'est-ce qu'on peut voir donc sur le compartiment antérieur? L'espace prévésical, le récessus vésico-utérin, la vessie et les uretères. Il ne faut pas oublier la vessie, les uretères et les reins. L'urètre est facilement accessible aussi. Il faut apprendre à le regarder par voie périnéale. Et le septum vésico-vaginal. Et je vais vous montrer l'intérêt de la vaginosonographie. On a parlé tout à l'heure des patientes vierges. Vous voyez ici une patiente vierge par voie abdominale, avec une vessie de moyenne réplétion. Ce n'est pas la peine qu'elle se torde de douleur pour avoir la vessie archi-pleine et qu'elle attende plusieurs dizaines de minutes dans la salle d'attente. Donc, on voit très, très bien ce nodule ici. Ici, un autre qui est un peu plus difficile à voir, où il faut avoir la vessie de meilleure réplétion. Et vous voyez donc ce nodule qui est haut situé chez une patiente encore vierge. Là aussi, en mode triplant, selon le même principe. Donc, vous voyez ce nodule qui est parfaitement accessible par voie abdominale. On a parlé du sliding sign. L'échographie, donc, c'est quelque chose de dynamique. Donc, il faut apprendre avec la main de pousser le fond utérin et avec la pédale de gel
vous pouvez geler le moment venu l'échographie et vous voyez sur cette vidéo que la vessie coulisse par rapport à l'utérus. La vessie, ici deux photos donc, avec des résolutions différentes. La première à gauche avec une sonde classique endovaginale qui va de 9 jusqu'à à peu près 15 MHz. Et vous avez une alternance donc d'une couche blanche qui est la séreuse, une couche noire qui est la musculeuse qui est striée, et une couche interne qui est blanche, qui est la muqueuse et la sous-muqueuse. Si vous faites l'échographie avec une sonde style club de golf, comme les sondes avec lesquelles on regarde les tendons au niveau des mains qui vont jusqu'à 22 MHz, vous voyez que la musculeuse, elle n'est pas faite de couches strictement parallèles à la séreuse et à la muqueuse. Vous avez un petit enchevêtrement donc, de fibres comme ça. Et on peut voir des petits nodules donc, au niveau de ces zones-là. Ce qui est très important pour les patientes qui vont être prises en charge donc pour de l'endométriose du compartiment antérieur, c'est de reconnaître le trigone. Donc, le trigone, il est défini par les deux méas urétéraux et le méa urétral. Pour visualiser donc les méas urétéraux, il suffit de mettre le Doppler en baissant la PRF sans trop de gain. Et vous voyez ici le jet d'urine des deux côtés. Et l'urètre, si vous demandez à la patiente de pousser un tout petit peu, l'urètre est parfaitement accessible. Vous voyez le méa ici et le trigone, le petit triangle que j'ai dessiné ici. Vous pouvez faire une coupe au niveau des deux méas et vous voyez les deux méas urétéraux comme ceci. Si vous faites cette coupe, pareil au Doppler bien réglé, vous voyez très très bien donc l'émergence des deux méas. Et si jamais il y avait un nodule dans cette partie-là, il serait parfaitement accessible. Vous pouvez aussi couper dans l'autre sens, où vous pouvez voir un des méas les deux méas donc en oblique, et ici vous voyez donc l'urètre en bas. Si vous demandez un tout petit peu à la patiente de pousser, il se voit très très bien, et l'autre identifié par le jet d'urine. Ça aussi, c'est accessible par voie périnéale et c'est très facile à faire. Il suffit de poser la sonde au niveau du périnée et vous voyez en 1 l'urètre, en 2 le vagin et en 3 le bas rectum. Et 4 donc la vessie qui est noire. En principe, on ne voit pas à l'état naturel donc l'urétère, la portion rétrovésicale de l'urétère, sauf si elle est dilatée. Là, par exemple, elle est dilatée par un petit calcul qui est enclavé au niveau du méa. S'il y avait une lésion donc d'endométriose donc au niveau du méa, ça va dilater la portion rétrovésicale. Quelque chose d'intéressant à savoir faire, on va en parler en deuxième partie, c'est la vaginosonographie. C'est enfantin à faire, il suffit de mettre une sonde d'aspiration bronchique à côté de la sonde endovaginale et vous voyez quand vous remplissez le vagin, vous isolez d'un côté, donc vous voyez la vessie, de l'autre côté le vagin et la cloison est parfaitement visible. Quand on découvre donc un nodule au niveau du compartiment antérieur, il y a 5 éléments à décrire. Les contours de ce nodule, son degré de pénétration par rapport aux différentes couches de la vessie, l'aspect du nodule, sa vascularisation et surtout donc sa localisation par rapport au trigone. Voilà quelques exemples. Ici, sur cette image en haut, donc, vous voyez un nodule avec des contours parfaitement réguliers, mais ils peuvent être, comme ces deux clichés du bas, parfaitement irréguliers, voyez, au niveau de la vessie. Pour le degré de pénétration, vous voyez ici un nodule dans le cul-de-sac antérieur qui refoule la séreuse, donc le petit nodule en noir. Ici, vous avez un nodule qui est au niveau de la paroi vésicale avec un respect de la muqueuse, mais il peut être, comme pour les placentas par exemple, percréta, donc il traverse toutes les couches donc, de la vessie, et on peut comprendre aisément que cette patiente, elle est venue consulter pour des hématuries. Maintenant, l'aspect du nodule. Les nodules donc, du compartiment antérieur sont le plus souvent hypoéchogènes, comme l'image en haut à gauche. Ils peuvent être isoéchogènes, comme l'image de droite, donc qui a la même tonalité plus ou moins que l'utérus, mais ils peuvent être
trabéculées, donc ce sont des zones fibreuses, les cloisons qui sont hyperécogènes là, entourant donc des zones qui sont soit anécogènes, soit hypoécogènes, et elles sont décrites comme en nid d'abeille. Pour la vascularisation, classiquement, donc le nodule d'endométriose, il n'est pas vascularisé, mais parfois on peut trouver, si vous baissez la PRF, des nodules très peu vascularisés comme celui de droite, et exceptionnellement, un nodule comme celui-ci qui paraît très vascularisé, là se pose le problème d'un diagnostic différentiel avec une tumeur vésicale. Pour la situation par rapport au trigone, ce nodule-là qui est au niveau du dôme vésical, c'est très facile, on voit très bien le nodule, il est loin du trigone, donc pour le chirurgien urologue, c'est enfantin pour lui. Celui-là, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, c'est un nodule qui envahit le méa, mais qui ne dilate pas l'urétère pelvien. Vous voyez très bien le jet d'urine qui sort ici de ce nodule, et un autre ici un peu plus bas, où il est intéressant de voir pour le chirurgien urologue la distance, vous voyez, de ce nodule par rapport au méa. Quand vous voyez des patientes en post-op qui ont été opérées d'un nodule de la vessie, ici, avant l'intervention, si jamais vous faites l'échographie trop tôt, il ne faut pas faire l'échographie trop tôt, vous allez tomber sur ce genre d'image et vous allez voir, donc, vous allez être surpris par cet énorme trou et vous allez vous demander est-ce que c'est normal ou pas normal de voir un tel aspect après la résection de ce nodule. Vous voyez, 1 mois après, à 2 mois après, mais comme vous la voyez à 6 mois ou à 4 mois, la paroi a été parfaitement reconstituée et vous ne pouvez pas imaginer que cette patiente, cette image-là correspond à la patiente qui était en haut à gauche. Quelques cas d'autres de nodules donc, au niveau de la vessie. Là, vous avez un autre nodule qui est percréta. Vous voyez, il traverse toute la vessie et celle-là aussi, elle est venue consulter pour des hématuries. Un autre, comme celui que je vous ai montré, qui est en nid d'abeille, d'aspect trabéculé, celle-là, l'image en triplan, et un autre aussi, ici, vous voyez ces fines travées comme ça qui sont hyperécogènes au niveau de la vessie et avec au milieu des zones qui sont anécogènes. Que voit l'urologue quand il fait une cystoscopie? Voilà, ici, vous avez un nodule hypoécogène polylobé donc, qui pompe dans la vessie. Et quand l'urologue fait sa cystoscopie, voilà ce qu'il voit. Donc, il voit ces nodules bleutés à travers la paroi, la muqueuse vésicale. Là, un autre exemple donc, de cystoscopie virtuelle. Ça n'apporte rien au diagnostic, hein, mais c'est joli sans plus, et ça vous montre comment un nodule irrégulier comme ça apparaît, vous voyez, quand vous faites la reconstruction 3D au milieu de la vessie. Donc, ça fait comme si c'était une cystoscopie virtuelle. Maintenant, quelque chose qui est important aussi, c'est le compartiment médian et l'adénomiose. Donc, avant donc, de commencer à l'échographie, on a dit qu'il fallait faire que l'écho, c'est dynamique. Donc, je vais vous montrer la comparaison donc, entre un utérus qui est classiquement mobile. Vous voyez, quand on pousse sur le fond utérin, vous voyez, l'utérus, il glisse tout seul par rapport à l'intestin qui est derrière. Sur l'image de droite, quand je lance la vidéo, j'ai beau lui pousser sur le fond utérin, vous voyez l'utérus qui est complètement fixé avec donc des lésions au niveau du rectosigmoïde et du torus qui empêchent cet utérus de coulisser. Vous connaissez peut-être le MUSA, la classification du MUSA sur l'adénomiose, mais malheureusement, cette classification n'étudie les schémas ne sont faits que sur des coupes sagittales. Donc, on va voir, donc vous allez avoir quels sont les signes d'adénomiose. Vous allez avoir l'utérus qui est gonflé, qui est globuleux, avec les deux parois qui sont de même épaisseur, mais gonflées. Vous pouvez avoir une asymétrie des parois, avec le plus souvent, c'est le mur postérieur qui est hypertrophié. À l'échographie, donc on identifie aussi la zone de jonction, comme à l'IRM,
et vous pouvez avoir des trous au niveau de la zone de jonction. L'adénomiose, elle peut prendre plusieurs formes, soit focale comme ça, donc ce sont des nodules d'endométriose qui sont enfoyés comme ça, enchâssés dans le myomètre, soit des formes striées, ce sont des stries qui sont au niveau du myomètre qu'on voit comme ça sous forme de lignes blanches au niveau du myomètre. Et vous pouvez avoir des kystes et des cryptes, soit des kystes donc qui sont inclus dans le myomètre, soit au niveau de la jonction, et vous pouvez des fois les voir même communiquer avec la cavité utérine si vous faites aussi des hystérosonaux. Voilà ce que l'on voit sur une coupe sagittale. Sur une coupe sagittale, vous voyez ici un cas flagrant, le normal à gauche et à côté, donc une hypertrophie donc, du mur postérieur. Ici, vous avez des kystes qui sont répartis soit dans le myomètre, soit proche de la zone de jonction. Ici, d'autres kystes un peu partout ici. Vous pouvez avoir aussi des adénomyomes qui sont à différencier donc de myomes qui n'ont pas tout à fait la même texture ni la même délimitation par rapport au myomètre. Et vous pouvez avoir aussi des transformations de ces adénomyomes. Vous voyez ici un adénomiome avec un niveau liquide. La coupe frontale, comme je vous ai dit, c'est essentiel donc pour l'échographie pelvienne et surtout pour l'endométriose et l'adénomiose. Vous voyez une coupe normale ici, frontale. Vous avez la zone de jonction ici qui est hypoéchogène. Si vous voyez la deuxième image ici, vous voyez ici des kystes, de l'adénomiose focale ici, donc des taches hyperéchogènes comme ça, comme l'endomètre en dehors de l'endomètre. Et vous avez aussi donc des stries comme ça qui sont sur les côtés. Un autre exemple aussi d'adénomiose floconneuse, donc dans une des cornes, ici, vous avez un paquet de petites lésions hyperéchogènes au niveau donc d'une corne utérine. Cette magnifique image de mon copain Jean-Marc Levaillant qui montre une forme d'adénomiose striée. C'est une caricature donc de ce que l'on peut voir dans des adénomioses de forme striée. Un autre exemple ici où vous avez le fond utérin, vous voyez, qui est complètement irrégulier par rapport à celui-là, et vous avez aussi deux lésions ici d'adénomiose focale. Ici, un très bon exemple aussi de Joël Créca, qui est l'échographiste référent du professeur Madelena, qui était un chirurgien très connu donc, sur la chirurgie de l'endométriose. Et vous voyez aussi sur cette image donc, les lésions d'adénomiose ici. Donc, on a dit qu'il y avait deux formes d'adénomiose, la floconneuse ici, comme sur ce schéma, et ici, cette forme striée que je vous ai montrée tout à l'heure. D'autres exemples extraits de volumes que j'ai piqués à Jean-Marc Levaillant. Ici, vous avez une forme kystique, vous voyez les kystes ici, mais sur une coupe sagittale, ils ne sont pas visibles, mais quand vous réalisez la coupe frontale par rapport au plan sagittal, vous voyez très très bien donc les kystes qui sont là. Ici, une autre forme floconneuse, vous voyez ici proche, qui est prétubère ici, comme l'exemple que je vous ai montré sur les différentes coupes tout à l'heure. Une autre ici, celle-là, c'est pas mal parce qu'elle rassemble à la fois une forme kystique, vous voyez les kystes ici, et la forme floconneuse en jaune aussi, les taches comme l'endomètre, donc hyperéchogène ici, et les kystes ici qui n'ont rien à faire ici. Et vous voyez que sur un plan strictement sagittal, on ne pouvait pas voir ces lésions. L'hystérosono, elle est intéressante à réaliser parfois dans des bilans d'adénomiose. Vous allez, par rapport à une cavité donc, classique qui est bien distendue, ici, vous voyez que la cavité est complètement irrégulière. L'hystérosono, c'est un examen un peu coûteux, ça peut se faire avec une sonde d'aspiration bronchique sans ballonner et en injectant du sérum Phi à l'intérieur de la cavité utérine. Ce n'est pas cher et ça peut rapporter beaucoup de renseignements.
Voilà un exemple d'hystérosono qui montre donc les cryptes ici et la communication donc entre ces petits kystes ici dans la zone de jonction et la cavité la cavité utérine. Ici aussi, la cavité avec les parois qui sont grignotées par ces kystes. Là, par exemple, c'est intéressant. Quand on fait l'hystérosono, c'est la distensibilité donc de la cavité utérine. Parfois, vous avez beau monter la sonde, nous on utilise des sondes sans ballonnet, donc c'est pas douloureux. Quand vous essayez de dilater la cavité, eh ben niet, la cavité ne se dilate absolument pas et vous avez cet utérus qui est très spastique et qui est où vous avez l'impossibilité donc de remplir la cavité. Maintenant, on avait parlé donc maintenant pour le repérage donc des ligaments utérosacrés et du torus. Beaucoup de gens vous disent les ligaments utérosacrés, ça ne se voit pas à l'écho. Hein. Moi, j'ai confiance qu'à l'IRM, un truc. Hein. C'est faux. Sur ce petit schéma fait par Edwige Jourteloup, l'assistante de Jean-Marc Levaillant, vous voyez un très bon repère qui sont les artères utérines. Il n'y a pas besoin de Doppler, on les repère très facilement. Les ligaments utérosacrés, vous voyez, ils sont légèrement en dessous. Ici, vous avez l'utérus et ici le vagin. Donc, on repère d'abord les artères utérines. Ici, la droite, ici, la gauche. Donc, il n'y a pas besoin de Doppler, ça se repère très, très facilement. Ici, le col. Si vous tournez de 90 degrés après que vous allez un tout petit peu en dessous, le torus, il est ici, en arrière. Et ici, vous avez cette bande fine ici, c'est le ligament utérosacré droit. Et celle-ci, c'est la gauche. Et en général, ils font moins de 3 mm. Je vais vous en montrer d'autres. Alors, il y a une petite astuce. Si vous faites l'échographie au milieu du cycle, au moment de l'ovulation, vous allez profiter donc du liquide qu'il y a derrière l'utérus et à ce moment-là, regardez les utérosacrés, hyper facile à voir. Vous avez l'un et l'autre qui sont ici et c'est assez facile à voir. Après, quelques ligaments utérosacrés pathologiques, vous voyez par rapport à ceux de tout à l'heure, vous voyez que celui-ci, il est vraiment très, très épais, celui-ci aussi, et celui-là aussi très épais. Et en plus, on profite ici du liquide qu'il y a autour, donc pour pouvoir mieux les visualiser. Chaque fois, il y avait du liquide. Pardon. Le torus, ici, un nodule au niveau du torus, ici un autre, et ici, vous avez un nodule au niveau du torus ici et un au niveau du ligament utérosacré ici. Et voilà ce que voit le chirurgien en cellule. Maintenant, on va parler des ovaires. Comme pour l'utérus, les ovaires, donc ça se teste aussi. Il faut tester la mobilité donc, des ovaires. Quand on regarde l'ovaire, on va voir s'il coulisse à côté de l'utérus ou pas et s'il est en position classique, donc le long des vaisseaux iliaques. On peut avoir donc le signe classique des kissing ovaries et sur donc les ovaires qui se font des bisous derrière l'utérus et qui sont accolés. Ici, vous avez deux ovaires. La flèche, voilà. Je vais bouger la flèche. Donc, sur l'image de droite, vous avez les deux ovaires accolés avec un endométrium qui est... J'ai du mal à bouger la flèche, mais ce n'est pas grave. Donc, on voit très, très bien l'endométrium et l'autre ovaire où il y a deux follicules sur l'ovaire. L'endométrium, classiquement, il est décrit donc, de cette tonalité à l'échographie comme en vert dépoli, donc il est homogène et en général de contours assez réguliers. Donc, ce qu'il faut faire, c'est noter le nombre d'endométrium et surtout leur taille, surtout s'ils font plus que 4 cm, parce que des fois, le gynécologue obstétricien, quand ils font plus de 4 cm, il les ponctionne. L'endométrium, il peut ne pas être totalement homogène et en vert dépoli. Ici, vous avez un endométrium, vous avez sur l'image en haut à gauche avec un niveau.
Sur l'image de droite, vous avez un endométrium qui est cloisonné avec une association avec un kyste hémorragique. Sur l'image en bas, vous avez un endométrium avec une pseudo-végétation au niveau de la paroi. Vous voyez cette image qui est à l'intérieur du kyste endométriosique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'endométrium, il peut se modifier dans le temps. Comment il peut se modifier dans le temps? L'image en haut à gauche, il peut avoir des calcifications périphériques, vous voyez, c'est des petits points blancs autour de la paroi. Il peut avoir un aspect multiloculaire avec des cloisons, mais il peut aussi perdre de son homogénéité. Celle de droite, ça peut paraître surprenant de voir donc, que l'endométrium qui était en verre dépoli devienne comme ceci, perd son homogénéité. Les deux images en bas aussi à gauche, vous pouvez voir des îlots qui sont hyper échogènes à l'intérieur d'un endométrium qui est pour le reste en verre dépoli. Et là, vous pouvez voir sur celle du milieu des zones qui sont en verre dépoli et de l'autre légèrement hypoéchogène et en plus avec des calcifications. L'image en bas à droite, il faut savoir aussi que pendant la grossesse, l'endométrium, sous l'influence hormonale, il peut se transformer aussi. Par exemple, cette patiente en bas à droite, lors de l'échographie donc, du premier trimestre qu'a fait la sage-femme, elle savait que la dame souffrait d'endométriose. Et elle m'avait appelé, elle m'a dit, viens voir, elle a un kyste qui n'est pas comme celui qu'on voit d'habitude et tout. Et en fin de compte, c'est le même endométrium qui s'est transformé, qui a perdu donc de son homogénéité. Donc, c'est intéressant aussi que les sages-femmes qui font de l'échographie donc au premier trimestre sachent reconnaître donc les endométriums d'autres kystes. Il y a pas mal de sages-femmes en France qui font des échos pelviennes aussi pour des localisations de stérilés, voire même donc dans un tout petit premier bilan aussi pour des douleurs pelviennes. De toute façon, c'est très important que tout le monde, tous les gens qui fassent de l'échographie gynéco sachent reconnaître un endométrium. Alors, les patientes qui ont de l'endométriose aussi, on les voit aussi pour des bilans d'infertilité. Donc, en général, on fait l'examen entre le 5e et le 7e jour. Ce n'est pas la peine de faire l'échographie au premier jour des règles où la patiente, elle saigne et elle est gênée et vous êtes gêné parce que vous avez plein de sang qui coule sur la sonde et tout. Donc, au 5e ou 7e jour du cycle, elle ne saigne plus. Si vous avez la chance d'avoir une sonde volumique, c'est enfantin, vous mettez la sonde, vous mettez votre ovaire dans la pyramide du volume que va acquérir la sonde, et la machine, elle compte toute seule les follicules, et avec un petit logiciel, vous allez supprimer ceux qui ne vous intéressent pas, ceux qui ne sont pas des follicules, et quand vous avez beaucoup de comptage folliculaire à faire, c'est quand même un gain de temps et c'est très facile d'utilisation. Sur les ovaires, ce qu'il faut retenir, donc, il faut contrôler leur mobilité. L'image sentinelle de l'endométriose, donc l'endométrium, qui est un aspect de verre dépoli. Il faut savoir donc que ces endométriums peuvent évoluer dans le temps. Calculer la réserve folliculaire quand vous faites l'échographie au premier trimestre. Maintenant, un petit mot sur les trompes. Donc, il faut repérer s'il y a un hydrosalpinx. Ici, il est flagrant. Donc, vous le voyez ici par voie suspubienne. Ici, une atteinte endométriosique, vous voyez, d'une trompe où vous avez cet aspect de verre dépoli avec une trompe qui est complètement dilatée et cloisonnée. Ici, vous avez un hydrosalpinx. Avec ceux qui font de l'échographie doivent peut-être le savoir aussi. L'aspect en roue dentée, le crosswheel, là où vous avez des indentations donc en coupe axiale, vous voyez, d'une trompe qui signe donc l'hydrosalpinx. De l'autre côté, donc la même coupe, mais sur le plan donc sagittal d'une trompe, et de l'autre côté, un très volumineux endométrium. Alors, là, on a passé en revue donc
grosso modo, ce que l'on peut voir au niveau du compartiment antérieur et au niveau donc du compartiment médian et sur les ovaires. Donc, on peut laisser une petite place à la discussion. J'espère que je n'ai pas été trop rapide pour laisser un petit peu de place à la discussion. À vous. Alors, merci beaucoup pour cette première partie. C'était très intéressant, en tout cas pour moi, qui fait essentiellement de l'IRM en deuxième intention. Oui. Donc, ça m'a beaucoup ajouté. Donc, il y a quelques questions. Alors, il y a des personnes qui se demandent est-ce qu'on peut détecter tous les endométriomes, quelle que soit leur taille, leur petite taille du moins, par échographie? Quelle que soit leur petite taille. Tout dépend. D'abord, ils sont situés. Bon, grosso modo, des fois, on voit des ovaires, par exemple, avec ce que l'on pense être des follicules et qui feraient 10 mm, 5 mm, et on voit très très bien que c'est un aspect en verre dépoli. Si vous les revoyez quelques jours après, on voit très bien que ce ne sont pas des follicules et que c'est un endométrium. Hein. L'évolution dans le temps va montrer que c'est un endométrium. Quand on a des doutes, moi, je leur refais une écho une dizaine de jours après, quand je vois que ça ne s'est pas modifié, c'est toujours en aspect de verre dépoli et tout, je dis que c'est un endométrium. Oui, exactement. Et il y a une deuxième question. Il y a Dr Ben Nasser qui se pose, est-ce qu'il y a une différentielle de mesure entre les deux parties de l'épaisseur de l'utérus pour dire qu'il y a une adénomiose postérieure, par exemple, par rapport au compartiment antérieur? Oui, parce que C'est visuel, un oui. utérus normal, il n'a pas d'asymétrie de paroi. Hein. Le plus souvent, c'est le compartiment postérieur qui est atteint d'adénomiose ou on suspecte l'adénomium. Mais quelquefois, rarement, maintenant, on voit, je n'ai pas mis ces images-là, on peut avoir aussi une asymétrie, c'est le compartiment antérieur qui est plus épais. En principe, au premier coup d'œil, quand on voit un utérus, on voit très très bien s'il est symétrique ou s'il n'est pas symétrique. Quand on a l'habitude de voir de l'adénomiose, dès qu'on met la sonde et tout, plus la description clinique, et la dame, elle dit, ah, quand j'ai mes règles, ça saigne beaucoup, j'ai des douleurs, un truc comme ça, on est certain que c'est un très bon signe, la symétrie des parois, c'est un très bon signe, comme décrit d'ailleurs sur les signes du musal. Donc, il y a pas de chiffre, en fait, c'est Non, il n'y a pas visuel. de chiffre, hein. Oui. C'est une asymétrie franche. Hein. C'est sûr que si c'est 3% plus gros ou des trucs comme ça n'a pas de sens. Hein. Bon, il y a docteur Meher Ftouh qui se demande, à part le Doppler couleur, y a-t-il d'autres signes pour faire la part entre tumeur et nodule endométriosique? Je pense qu'il parle de la vessie, je pense, non? Ah, de la vessie? Je Non, sais pas. de la vessie, après, tout dépend du contexte. Hein. C'est quelqu'un Non, qui il parle, en fait, pardon, il parle Il des parle pseudo-végétations des endométriomes au sein des des endométriomes, il parle. ouais. des beaux endométriomes Oui. Au sein aussi. des végétations, oui. Des végétations, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Non, moi, je ne vois pas, à part le Doppler, donc, sur des ovaires, dans des végétations, des trucs comme ça. Mais l'endométrium, le- le- il a toujours cet aspect en verre dépoli, les trucs comme ça. Ce que j'ai montré après la transformation dans le temps, on peut en douter. Donc là, après, c'est sûr que vous, à l'IRM, vous verrez mieux que moi. Il y a docteur Mohamed Khlouf qui se pose la question, est-ce que des ovaires qui sont accolés à la face postérieure de Ouais. l'utérus, sans visualisation d'endométrium, c'est des signes d'endométriose? Bon, oui. Oui, sauf je ne sais pas si elle a une péritonite ou je ne sais pas quoi dans ses antécédents ou des trucs comme ça qui lui colleraient, qui lui rendent ses ovaires complètement fixes. Elle n'a aucune raison d'avoir des ovaires fixés derrière l'utérus. Non, il dit sans visualisation d'endométrium
ovarien. Ah, sans Oui. visualisation d'endométrium, c'est pas normal d'avoir des utérus, des kissing ovaries collés. J'en ai déjà vu, hein, des kissing ovaries, mais sans endométrium. Voilà, exactement. Voilà. Alors, je pense que c'est. Il y a Dr Malik Abdel Nasser qui demande, qui pose la question Oui. pour les nodules bombants dans la vessie. Faites-vous des hystéroscopies pour différencier les tumeurs vésicales? Après, la patiente, elle est confiée à l'urologue. Le truc, il n'opère pas systématiquement. Moi, j'en ai vu pas mal parce qu'il y a un gros service d'urologie dans les cliniques où je bosse, où l'urologue préfère, surtout ceux qui sont proches des MEA et qui ne sont pas, qui sont asymptomatiques. En général, ils préfèrent ne pas les toucher, hein, sauf si elles entraînent une progression. Oui, mais elle demande est-ce qu'il faut faire une Une cystoscopie? cystoscopie. Oui. En complément de l'échographie qui montre un, Le un nodule diagnostic, il est bombant. évident à l'écho. De toute façon, une fois qu'elle a la démarche, en fin de compte, elle a fait l'écho dans le bilan de son endométriose. Après, elle va avoir une IRM pour compléter le bilan si elle a de l'endométriose ailleurs, surtout au niveau digestif, truc que l'échographie ne va pas avoir. Après, elle est confiée si elle a de l'endométriose qui est dans le compartiment antérieur, elle est confiée soit à l'équipe donc, qui est pluridisciplinaire qui gère l'endométrium, soit à l'urologue qui, lui, des fois fait des cystoscopies, des fois pas forcément. Hein. OK. Et il y a une question qui m'intéresse aussi pour Ouais. faire la part entre un myome et un adénomiome. Ah, un adénomiome, voilà. Ouais, Donc, des fois, le c'est un peu myome, difficile quand c'est pas ouais, quand c'est pas kystisé ou quand c'est oui, pas. exactement. Donc, le myome, déjà au Doppler, ils ont un aspect qui est très différent. Donc, le myome, il est plutôt encorbelé par, Alors, le vaisseau. par sa vascularisation. Et en plus, le myome, il n'a pas cet aspect de tout petit kyste à l'intérieur. En tout cas, l'aspect échographique était relativement assez simple pour faire la différence entre les deux. Alors, Il y a il y a des aussi choses. Bachir Zouavi qui demande que reste-t-il à l'IRM? L'IRM. Il reste Ah, beaucoup. bien sûr qu'il reste à l'IRM. Il reste beaucoup. Voilà, bonsoir Béchir. Donc, dans tous les cas, toutes ces patientes-là, elles ont toujours une IRM après pour finaliser, en fin de compte, leur bilan. Bilan d'extension. Sur le compartiment antérieur, je pense que la résolution de l'écho, des fois, elle est supérieure à l'IRM. On voit beaucoup de choses à l'écho. Après, il y a des choses qui sont donc après sur, par exemple, les ligaments utérosacrés dans la partie proximale. On voit bien à l'écho, bon, après, plus loin, on ne les voit pas à l'écho. Hein. Ça, c'est sûr que après, c'est l'IRM qui va faire la part des choses, donc, de l'atteinte. Sur les lésions digestives aussi, hein, les lésions digestives, je vais vous montrer ce qu'on peut voir sur le compartiment postérieur, mais après la charnière recto-sigmoïdienne, bon, l'écho, elle ne voit plus grand-chose. Hein. Mm, mm, mm. Exactement. Donc, il y a toujours la place à l'IRM. Heureusement, heureusement pour moi, Ouais. pour Mais nous. c'est très intéressant pour ceux qui font de l'échographie de revoir la patiente avec l'IRM qu'elle a eu et de voir qu'est-ce qu'on a pu rater ou qu'est-ce qu'on pourrait voir de plus. Moi, chaque fois que je revois les patientes, elles ramènent leur CD, je remets le CD et tout, je dis, tiens, je vais essayer de voir, est-ce que je peux me voir un peu plus ceci ou un peu plus cela, et c'est très intéressant, ça permet de progresser. Et le radiologue qui fait l'IRM aussi, quand il a une écho bien faite, bien détaillée aussi, ça peut le guider aussi pour chercher un peu plus loin le truc. C'est sûr que si vous voyez une échographie banale, sans aucune description, avec un vague, et l'IRM aussi, dépend aussi du radiologue qui fait l'IRM. Des fois, vous avez un compte rendu, ça se voit qu'il est nul parce que la personne n'a pas l'habitude donc, de l'endométriose. Vous donnez le même CD
un radiologue qui est beaucoup plus aguerri, qui a l'habitude de faire l'IRM, et à ce moment-là, cette personne-là, elle vous donne une interprétation beaucoup plus costaud et beaucoup plus précise que la personne qui a fait, qui a fait le premier compte-rendu d'IRM. Ok, très bien. D'autres questions, Laura? Moi, en fait, j'ai des difficultés, en fait, quand l'utérus est rétroversé. Ouais. Vraiment, je trouve que l'étude du compartiment postérieur est très difficile. Est-ce qu'il y a des astuces? Non, il n'y a pas d'astuce. C'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais il y a pas je vais vous montrer ce que l'on peut faire sur le compartiment postérieur. Et nous, on fait beaucoup de rectosonographie. Donc, je vais vous montrer que ce que l'on peut voir à la rectosono, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher du tout parce que c'est du sérum phi qu'on injecte dans le rectum. Et c'est très intéressant dans les atteintes jusqu'à la charnière rectosigmoïdienne. Voilà. Ouais. C'est ce que je vais vous montrer après. D'ailleurs, il y a une question sur la place de la rectosonographie. Oui. Ouais. Eh ben, on va on va en parler. dans la deuxième partie. Donc, on peut lancer alors. Non, Oui. il y a d'autres Il y questions, a si, encore Ouais. des si questions. tu permets. Si tu Il y a permets, il y a Dr d'autres- Mohamed Khoulouf qui se pose la question, y a-t-il des astuces pour avoir une bonne coupe sagittale en cas d'utérus latéraux-dévié? Ce qui est souvent le cas. Euh, non, il suffit de dévier sa sonde un tout petit peu ou de pousser. Il faut toujours apprendre à travailler avec la pédale de gel et l'autre main qui sert à pousser l'utérus. Moi, si que je fais de l'écho obstétrical ou de l'écho pelvienne, vous voyez, par exemple, les gens qui vous disent ah, j'ai du mal à voir le corps calleux, les trucs comme ça. Je dis tu vas pas te faire emmerder par un virus, tu mets ta main, tu le pousses et tu l'amènes là où tu veux devant la sonde. Là, pareil, si vous voulez l'utérus, pareil, sauf s'il est vraiment fixé, qu'on n'arrive pas à le bouger et tout, pareil, on appuie comme il faut. Sa sonde aussi, on peut becquer comme on veut la sonde et la ramener dans le bon axe et tirer en sagittal. Après, si vous avez une sonde volumique, j'allais dire, même à 10 degrés près ou 15 degrés près, vous lancez votre volume et après vous redressez comme vous voulez le triplan et à ce moment-là, vous avez les 3 plans de l'utérus. En Non, parlant moi, de sonde, il y a une Ouais. question. Est-ce que tu as des recommandations ou est-ce qu'il y a, à propos du choix des sondes et de la machine Ah, pour faire ah. pour faire le Alors, bon moi, je ne vais pas diagnostic? faire de pub pour une marque, hein, donc, Non, 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 mais sans parler des si tu veux, je travaille qu'avec une seule marque, celle qui est le plus connue, si tu veux, sur l'écho 3D. Je ne connais pas ce que font leurs concurrents qui ont des machines moins chères et qui commencent par S. Hein. Ceux qui font si tu veux, les machines qui commencent par G ont des sondes volumiques. Bon, les machines sont un peu plus coûteuses, hein, mais c'est ce que j'utilise comme sonde. Moi, j'utilise. Alors, il y a 2 sondes volumiques. Il y a des sondes volumiques endovaginales qui font de 5 à 9 et il y en a une autre de 9 à 12. Celle qui est de 9 à 12, comme la fréquence est très élevée, pour de l'écho pelvienne, s'il fallait choisir, je choisirais plutôt celle qui est de plus basse fréquence parce que l'autre, elle est de trop haute fréquence et ça ne permet pas d'aller très loin. Donc, c'est plus pour de l'écho, je dirais, T1, un truc, ou des utérus qui sont beaucoup plus petits parce qu'on sera limité par la profondeur et on ne peut pas atteindre ça. Mais utiliser quelqu'un qui veut faire beaucoup d'écho-gynéco et tout, il faut avoir une sonde volumique. Tu as vu ce que l'on voit donc, sur les coupes frontales, ce serait dommage de se priver donc, des coupes frontales quand on veut faire de l'écho pelvienne un peu poussée, quoi. Donc, dernière question, est-ce que tu peux évaluer la distance par rapport à l'urtère et son degré d'infiltration dans les atteintes paramétriales? Ah, alors, dans l'urtère,
si c'est juste avant de partir, par exemple, j'avais une patiente, vous voyez les urgences de la clinique, suspicion de colique néphrétique. Hein? Donc, c'est un peu bête, lui, on fait un neuroscanner au début, il leur envoyait à l'écho, c'était plus simple. Elle avait une compression extrinsèque, donc, de son urétère. Moi, je voyais jusqu'où plus ou moins était comprimé l'urétère, mais tu ne vois pas le degré d'infiltration, si tu veux, dans l'urétère. Mais je voyais très, très bien qu'elle avait un gros endométrium qui n'était pas loin de l'urétère. L'urétère pelvien, par exemple, n'était pas, la portion rétrovésicale de l'urétère n'était pas dilatée. Et au-dessus, l'urétère, la portion supérieure, était dilatée. Tout ce qu'on peut déduire, c'est que la compression extrinsèque, elle est plus ou moins bas située, mais pas au niveau de la vessie. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein. On ne peut pas affiner le truc plus que ça. Grâce à ça, elle est allée en urologie et l'urologue lui a mis une sonde d'oblogie le jour même. Hein. OK, très bien. Voilà. Donc, On enchaîne? on Ouais. enchaîne. Allez. Donc, on va faire la deuxième partie. Alors, sur la deuxième partie, donc, on va attaquer le compartiment postérieur et deux examens qui me tiennent un peu à cœur, la rectosono et la vaginosonographie. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est des examens qui sont peu coûteux et qui peuvent rapporter gros. Après, on va voir des images qui correspondent à des épanchements, donc des acides endométriosiques et quelques localisations pariétales. Au niveau du compartiment postérieur, donc, on va voir le septum rectovaginal, la région donc rétrocervicale des torus et des lus qu'on a vu tout à l'heure, le rectosigmoïde, le cul-de-sac de Douglas, et vous connaissez certainement la règle là, des 3-5 avec un repère très intéressant qui est le cul-de-sac vaginal postérieur ici. Et si vous tracez une ligne, je n'ai pas la flèche, une ligne donc au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur, ça vous permet de voir la limite entre le haut rectum et le rectum moyen. Et ça, c'est un repère très intéressant parce que le cul-de-sac vaginal postérieur, il est très facile à repérer à l'écho. Voilà quelques exemples donc, de nodules du compartiment postérieur. Donc, le plus souvent, ce sont des lésions plutôt sombres, donc qui sont hypoéchogènes et qui partent comme un crabe comme ça, et qui sont infiltrantes, plus ou moins infiltrantes au niveau donc, du rectosigmoïde. Elles peuvent être plus ou moins haut situées ou bas situées, comme sur les deux exemples. Je n'ai pas la flèche, mais les deux exemples qui sont la deuxième image en haut et à droite, donc vous avez une lésion qui est bas située, et celle qui est complètement en bas, c'est un nodule isolé comme ça au niveau du Douglas. Donc, il n'y a pas besoin de vous dire que la patiente, elle avait des dyspareunies, donc chaque fois qu'elle avait des rapports, elle hurlait de douleur parce que le nodule il était très bas situé. L'autre, l'image de gauche, on voit très très bien cette lésion infiltrante ici, mais c'est difficile comme ça à l'écho seul de voir quel est le degré d'extension au niveau donc du rectum ou du sigmoïde. On parlait tout à l'heure donc des utérus qui sont antéversés mais rétrofléchis, la rétroflexion qui est acquise. Par exemple, cet utérus, il est complètement fixé et il est tiré vers l'arrière par ce nodule du rectosigmoïde et du torus aussi. Un autre exemple aussi, et ici, vous voyez l'enroulement du rectum. La flèche, non, la flèche, elle ne fonctionne pas du tout. Là où j'ai mis la flèche rouge, vous avez un enroulement du rectum sur cette nodule qui atteint donc la musculeuse. Donc, le nodule, c'est la partie qui est hypoéchogène. Ici, c'est la même lésion qui était en plus petit tout à l'heure, donc où vous avez cette infiltration au niveau du rectum. Là, c'est un nodule du moyen rectum et vous allez voir la vidéo. Et là, la flèche, elle fonctionne sur les vidéos. Voilà le nodule qui est ici.
au niveau du rectum moyen et vous allez voir que ici, vous avez le rectum et vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous donner le nodule qui est ici, l'avantage des hystérosonos. Des patientes qui ont ce type de lésion, on leur fait systématiquement des rectosonos. Pour faire les rectosonos, c'est très facile. On leur demande donc de prendre un normacol la veille de l'examen et le matin de l'examen aussi un normacol. Et 2 jours avant, on leur demande, comme font les gastro, de manger sans résidu, donc pendant les 2 jours qui précèdent l'examen, et de leur faire l'examen tôt le matin. Moi, en général, je l'ai fait le samedi matin, j'ai personne au cabinet, donc elles viennent à jeun et elles, avec leur normacol qu'elles ont pris le matin même. Ici, un autre nodule ici, vous voyez au niveau du bas rectum ici. Ça ressemble un petit peu au nodule que je vous ai montré tout à l'heure qui était en image jaune. Là, on voit la vidéo. Ici, vous avez l'ovaire qui est complètement collé. Et ici, le nodule qui est ici, là où il y a la flèche. Ici, vous avez une coulée d'endométrium comme ça, au niveau du torus, et qui remonte assez haut, jusqu'à la jonction recto-sigmoïdienne, la deuxième flèche vers la gauche. Ici, voilà ce que l'on fait, j'ai expliqué tout à l'heure la rectosono. Donc, à côté de la sonde endovaginale, on monte un tout petit cathéter d'aspiration bronchique qui servira pour faire la vaginosonographie. Dans le rectum, on va lui monter une sonde endorectale. En général, ce sont des sondes qui font à peu près de 30 ou 35 cm et on injecte à peu près 5 seringues de 50 millilitres ou à 60 millilitres. Donc, ça fait 300 millilitres. Et je vais vous montrer à la vidéo ce que ça donne. Vous voyez les détails que l'on voit sur l'image de droite. On voit très, très bien sur ce nodule qui est assez étendu qu'il n'y a pas de sténose et que la muqueuse, elle est intacte. Un autre exemple, vous voyez avant et après, avec pareil ce nodule qui respecte la muqueuse. Là c'est une vidéo et vous allez voir qu'au début, quand vous commencez à introduire la sonde, des fois, il y a du liquide qui remonte au-dessus de la lésion et si on veut très bien voir la lésion, on continue à injecter lentement, doucement, à basse pression. En général, c'est très bien supporté et voilà, hop, vous voyez tout le rectum qui s'est dilaté et jusqu'à la jonction recto-sigmoïdienne et vous voyez très très bien le nodule qu'on peut mesurer dans tous les sens. Quelquefois, quand vous faites la rectosono, vous ne pouvez pas monter très très, très très haut. Et comme dans cet exemple, ici, vous avez l'utérus est complètement fixé, impossible de passer cette zone-là, donc c'était le sténosé et ça ne marchait pas du tout. Je continue. On peut bien sûr faire plusieurs mesures et là, on voit que la musculeuse ici était atteinte avec ce nodule ici, avec la flèche rouge. Là, un autre exemple où vous voyez que la lésion était très, très étendue en longueur, mais sur la profondeur, la muqueuse est toujours intacte et c'est ce qui intéresse le plus souvent le chirurgien. Ici, un autre nodule qui est très bas situé avec un respect aussi de la muqueuse. Voilà ce que voit en fin de compte le gastro quand il fait sa coloscopie. Ici, le même nodule vu donc en rectosonographie et le nodule que voit le gastro-entérologue. Un autre nodule ici au niveau du rectum, un autre aussi, et
vous voyez le liquide qui a été injecté aussi bien donc en aval qu'en amont de la lésion, avec toujours une muqueuse intacte ici. Ça peut se faire aussi par voie suspubienne. Ici, vous avez ce nodule donc, du compartiment postérieur avec donc, un nodule ici au niveau du torus et ici le rectum qui est complètement rempli avec du liquide. Donc, ce qu'il faut retenir donc, sur les rectosonaux, c'est très peu coûteux et c'est très facile de réalisation. Et nous, on le fait systématiquement en cas de suspicion d'un nodule infiltrant au niveau du compartiment postérieur. La bonne préparation est indispensable, donc il faut absolument donner un normacol la veille et le matin de l'examen et réaliser en de bonnes conditions. Il permet d'apprécier donc l'étendue de la lésion, son degré d'extension dans l'épaisseur de la paroi, et couplé donc à la vaginosonographie, ils peuvent aussi voir les deux cloisons et vous montrer ceci. L'écho-endoscopie. Un petit mot sur l'écho-endoscopie. Vous savez, l'écho-endoscopie, elle est faite par les gastro-entérologues avec une sonde qui tourne à 360 degrés. Voilà le genre d'image que montre l'écho-endoscopie. Voilà, par exemple, chez une même patiente, l'écho-endoscopie, donc qui voit sur ce plan-là, donc sur le plan axial comme ça. Voilà la même lésion vue à l'écho classique, et voilà la même lésion vue en rectosono. Vous voyez ici, on peut très très bien mesurer pour le chirurgien la longueur, donc l'étendue de la lésion, donc sur la longueur donc de l'intestin, et on peut aussi réaliser des coupes comme ça parce que c'est une sonde volumique triplant, et on peut aussi reproduire le type d'image de l'écho-endoscopie. En Martinique, je sais qu'ils font très peu d'écho-endoscopie. La vaginosonographie, comme je vous dis, c'est un truc très simple. Il suffit de la faire. Soit, si vous faites des hystérosonographies, à la fin de l'hystérosonographie, quand vous retirez la sonde donc, de l'utérus, vous la laissez dans le vagin et vous injectez un peu de sérum. Et là, vous pouvez isoler donc, les deux cloisons, antérieure et postérieure. Et ce qui est voilà, je vais vous montrer en vidéo. Et vous allez voir qu'en vidéo, ce que ça va vous montrer, un élément très intéressant, c'est le cul-de-sac postérieur. Ici, vous voyez les deux lèvres du col et vous voyez le petit triangle noir qui est le cul-de-sac postérieur. Et ça a été fait à la fin d'une hystérosonographie parce que vous voyez du liquide à l'intérieur de l'utérus. Quand vous voyez, voilà, une image fixe pour vous montrer l'aspect du cul-de-sac vaginal postérieur quand vous faites la vaginosonographie et que vous avez un doute sur cette zone-là. Voilà une image en mode XTD View. Bon, c'est un artifice en fin de compte qu'on utilise pour faire un genre de photo panoramique. Vous avez l'utérus, le col et donc le cul-de-sac postérieur très bien visualisé et avec l'image au milieu qui représente la sonde. Là, c'est intéressant, c'est une image que j'ai piquée à Jean-Marc Levaillant où vous avez un nodule au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur. Vous voyez, si on n'avait pas rempli avec du liquide le vagin, on n'aurait jamais vu ce petit nodule ici. Là, il est vu en triplant. Vaginosonographie, pareil, très peu coûteux, soit à la fin d'une hystérosonographie, soit truc. Et en général, on remplit, donc il vaut aussi bien pour la rectosono que le vaginosono, on remplit avec du sérum physiologique tiède, c'est beaucoup plus agréable et c'est totalement indolore et elle doit être systématiquement donc proposée en cas de suspicion donc de lésion, soit de la cloison recto-vaginale, soit du cul-de-sac vaginal postérieur, soit dans la cloison vésico-vaginale. Maintenant, un petit mot sur les épanchements. Vous, les gynécologues obstétriciens, vous savez regarder les reins du fœtus. Chez l'adulte, c'est pareil.
Donc, quand quelqu'un se présente pour une grossesse extra-utérine, en général, on remonte sur les reins pour voir s'il n'y a pas de liquide donc, entre le foie et les reins, donc dans l'espace de Morison. En principe, il n'y en a pas, mais par exemple, chez cette patiente qui avait une ascite endométriosique, on peut même voir le ligament hépatorénal, vous voyez, entre le rein et le foie, avec du liquide donc, qui entoure ce ligament. Ici, une ascite endométriosique, vous avez les anses intestinales donc, qui flottent sur l'acide. Voilà, vous voyez ici l'acide, les anses digestives ici et la vessie qui est remplie en noir. Là, une petite vidéo d'une autre patiente et vous allez voir les anses digestives ici. Ici, vous avez un follicule ici sur l'ovaire, mais si vous prêtez attention, vous verrez que l'utérus il est collé à la vessie et que le liquide, en principe, si vous avez du liquide ici, vous devriez en voir ici. Eh bien, il n'y en a pas parce que tout ça, c'est collé par de l'endométriose. Voilà une image fixe de l'autre. Ici, vous avez l'acide, la vessie, l'utérus, et là où j'ai mis la flèche rouge, c'est complètement collé, donc le liquide, il ne descend pas, et vous avez beau essayer de faire bouger l'utérus, vous n'arriverez jamais à le faire bouger. Ça, c'est le chirurgien qui m'a donné cette... c'est une patiente chez qui il a retiré 5 litres donc, d'acide hémorragique. Et voilà ce qu'il voit. Donc, on voit très, très bien donc, les taches Là, c'était au niveau du diaphragme en bas et là, au niveau donc, du pelvis. Ce que vous pouvez voir aussi au niveau donc, des patientes qui ont des poussées d'endométriose, ce sont ces logettes qu'on voit sur les côtés. Ici, vous avez la vessie et vous avez à côté, vous voyez, de la vessie, ces petites travées comme ça et vous avez soit du liquide anéchogène, soit du liquide qui ressemble à du sang qui est en verre dépoli, piégé comme ça. Voilà, par exemple, ici, vous avez la vessie, l'ovaire. D'un côté, vous avez du liquide comme on en voit dans des endométriomes, et de l'autre côté, c'est cloisonné sur le côté, et vous voyez donc la différence entre les deux. Même genre de lésion, pareil ici au niveau du fond utérin, vous avez ces cloisons comme ça, avec ces logettes. Un mot pour finir, les lésions pariétales. Donc, vous savez, l'endométriose, elle peut se mettre partout, mais très souvent sur des orifices, soit sur au niveau de l'ombilic, soit des orifices de cœlioscopie ou des cicatrices de césarienne. Celui-ci, il est intéressant parce que vous voyez, c'est un nodule qui est transfixion comme ça, au niveau du nombril, avec en plus de l'acide. Et on voit très, très bien qu'il n'y a pas, comme pour les fibromes, de mur de sécurité. Deux autres nodules, deux autres exemples ici. Et ici, vous voyez sur l'image aussi bien en haut qu'en bas qu'il y a un petit mur de sécurité entre le nodule et la cavité abdominale. Quand le chirurgien donc, il enlève ce genre de nodule, voilà ça, grosso modo ce qui ressort, c'est avec, vous voyez, plein de petites taches bleues, il y en a qui sont plus ou moins étendues. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Si vous voulez en savoir plus, achetez l'atlas et vous verrez. On ne peut pas tout mettre donc, sur ce topo, donc j'ai essayé de me résumer au maximum. Je vous mets mon mail si jamais vous avez besoin de renseignements et tout. C'est avec plaisir que je pourrai répondre à vos questions. Voilà, à vous pour discuter. Vous m'entendez? Merci Voilà. pour cet excellent. Très bien. Vous m'entendez? Oui, là, je vous entends très, très bien. Très, très bien. Merci beaucoup, Dr. Zwieten, pour cette très belle iconographie, hein, très, très belle. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de questions sur la deuxième partie. Mais vous avez vu, on parlait tout à l'heure des localisations postérieures et trucs. Comme c'est intéressant, donc les rectosonaux et la vaginosonographie et tout, ça apporte, avec très peu de moyens, ça apporte beaucoup de renseignements.
À propos, il y a une question de Dr Ataya qu'on n'a pas posée tout à l'heure, à Oui, propos des cicatrices de césarienne. Elle se oui. demandait s'il y a comment on peut faire la part entre un nodule endométriosique sur une cicatrice et un angiomyxome. Ah, ça, je ne saurais pas répondre à ta question. Là, tu me poses une colle. Bon. Par contre, moi, j'ai une question. Est-ce que la quantité de liquide injecté dans le rectum Ouais. pourrait effacer, du moins, une infiltration endométriosique en plaques de la paroi antérieure du rectum? Si Non, la parce qu'on injecte quantité est vraiment importante. Non, à basse pression. Franchement, j'ai ça ne dilate injecté pas. jusqu'à pratiquement 500 millilitres ou un truc pour voir que, au début, quand j'ai fait beaucoup d'essais, hein, parce que au début, Non, je ne pour les savais pas lésions comment. nodulaires, c'est clair que c'est pas, ça a pas Ouais, de. C'était ouais, juste par rapport aux lésions infiltrantes en plaques des parois, un épaississement focal de la paroi. focal. Ça ne risque pas de. Non. Non, franchement, la pression avec laquelle on injecte, honnêtement, je ne pense pas Mm. que l'on puisse effacer. Ouais. Et en plus, euh, bon, injecter progressivement, hein, Ouais. parce que j'ai demandé à des copains gastro, j'ai dit, tiens, je veux me lancer dans ça, qu'est-ce que je peux injecter, quelle Du quantité gel. et tout. Personne ne s'est vidé sur la table déjà. Mhm. Très bien, Et heureusement. oui, c'est déjà. Et en principe, très très bien toléré. Franchement, bon, on y va doucement. On fait seringue après seringue. Et entre au changement de seringue et tout, on met un clan sur la sonde pour pas que le liquide ressorte et en plus, ces sondes sont ballonnées. Alors, certains m'ont dit, oui, il faut essayer avec une sonde urinaire. J'ai essayé aussi avec une sonde urinaire avec un ballonnet. Ce n'est pas intéressant du tout parce que la sonde, elle est souple, vous n'arrivez pas à la faire monter assez haut. Le mieux, c'est des sondes rectales. Je ne me rappelle plus du calibre que j'ai utilisé, mais c'est un calibre relativement gros, de la taille d'un auriculaire, grosso modo. Voilà, ça doit faire. Mhm. euh, Ouais. Non, je me demande quel est l'intérêt de l'IRM maintenant. Si, si, bien sûr. Moi, au-delà de la charnière recto-sigmoïdienne, Ouais. on ne peut pas voir au-delà, hein. C'est vraiment Oui. le maximum que l'on peut voir. Et il faut vraiment une excellente préparation pour de la patiente. Sinon, ça ne marche pas. Moi, les premières que j'ai faites et tout, je dis, ah, merde, c'est raté, ça ne marche pas cet examen. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que la patiente n'a pas fait ce qu'il fallait au début. Et petit à petit, on faisait que le Normacol et la veille, le Normacol le matin. Et on s'est dit, tiens, je vais demander au gastro comment il fait. Il m'a dit, 2 jours avant, un régime sans résidus, ça va te faciliter la tâche. Et avec ça, ça marche à tous les coups. Mhm. Mais bon, finalement, c'est plus facile de faire une IRM, pour moi, du moins. Ah bon, c'est pas. Mais il faut s'adapter, j'allais dire aussi, à la bourse, donc en fin de compte, des patients. Les examens, Exactement. si on peut leur éviter, bon, elle aura tout, de toute façon, dans tous les cas, Voilà, elle aura une l'IRM. IRM. Mais moi, je réfléchis beaucoup. Bon, je vois beaucoup de patientes qui sont pauvres, qui n'ont pas beaucoup de moyens ou un truc comme ça, d'essayer de ne pas leur multiplier les examens, d'essayer de faire le minimum d'examens qui rapporte le maximum de renseignements. Voilà, Ouais, si je peux exactement. résumer. Il faut un excellent échographiste, du moins. Non, ça s'apprend. Comme partout, tout s'apprend, hein. Moi, avant d'écrire ce bouquin avec mon copain Jean-Marc Levaillant et tout, on discute beaucoup les trucs. Qu'est-ce que tu peux faire comme ceci? Moi, j'ai essayé les octosonos avec tant de trucs. Lui dit, moi, j'ai essayé ceci. Et petit à petit, on s'est mis les trucs, on s'est entendu sur un protocole qu'on reproduit et qui marche très, très bien. Très bien. Parfait. Ouais, Voilà. il y a une consoeur algérienne qui Oui. demande, pose une question. Est-ce que le Doppler slow flow peut aider à différencier l'adénomyome du myome utérin? Non, 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 non. Tout ça, c'est des trucs commerciaux, slow flow et le truc comme ça. Ni slow flow, ni truc comme ça. Euh, pour faire de la bonne écho d'endométriose,
mettez de côté d'abord le Doppler. Faites de l'écho 2D ou un truc comme ça. N'écoutez pas le commercial de celui qui vous vend la machine. Il va vous sortir plein de trucs, le gradient flow, le slow flow, les trucs, tout ça, ça n'apporte rien au diagnostic. Pareil, il va vous dire que oui, pour voir l'artère péricaleuse et tout, le slow flow c'est mieux, vous mettez c'est très joli comme image, mais ça apporte rien au diagnostic. Il y a notre ami Jamel Fikri Oui. de Maroc. Il pose la question quel est le degré de concordance écho-IRM et avec classification indien? Le degré de concordance, si vous faites l'écho comme il faut ou un truc comme ça, il y a un excellent gradient de concordance. Moi, je bosse avec 3-4 radiologues qui ne font presque que de l'IRM de la femme et beaucoup spécialisés dans l'endométriose. Et quand on confronte nos trucs, on trouve exactement les mêmes choses qu'on a vues, sauf que sur certains trucs, elles vont plus, bien sûr, au niveau digestif, elles vont aller beaucoup plus loin que la charnière rectosigmoïdienne qui est limitée à l'écho. Et je ne veux pas vanter l'écho. Sur le compartiment antérieur, la résolution de l'écho, elle est meilleure. Je ne sais pas si Dr. Rodbell sera de mon avis. Oui. En fait, l'espace graisseux est tellement petit Ouais. que des fois, c'est vrai, surtout quand l'utérus, là, il est antifléchi. Ouais. C'est encore plus difficile en IRM. Ouais. C'est vrai. Il y a une autre question. Comment réussir sa coupe frontale 3D devant un utérus tordu et fixé? Hyper simple. L'utérus, il est tordu et fixé. Si vous avez donc la personne, je suppose qu'elle a une sonde volumique, si elle pose cette question, parce que sinon, faire une coupe frontale sans sonde volumique, c'est quasi impossible. Donc, à partir donc d'une sonde triplan, eh ben, si vous venez à Hammamet, là, on m'a invité à Hammamet pour faire une écho, Béchir m'a invité, donc pour faire un atelier 3D d'écho pelvienne et tout. Enfin, quand il y a un outil sur une certaine marque, hein, moi je ne connais pas ce que fait l'autre marque, et vous tracez une ligne qui peut être irrégulière au niveau de l'utérus, sur votre coupe sagittale, et à ce moment-là, votre coupe frontale, elle sort comme si vous avez tracé une ligne au milieu de l'utérus. Donc ça, si vous voulez voir ça, l'année dernière, on m'avait invité à Hammamet, j'ai fait cet atelier-là, et on m'a demandé de refaire le même. Donc, je peux lui montrer si elle se déplace. Ou je peux même, si elle est algérienne, je peux lui envoyer un petit mail pour lui expliquer la façon dont elle peut le faire. Je ne sais pas, docteur Dora, est-ce que tu vois d'autres questions? Je suis en train de voir. Il y a docteur Khlouf qui demande aussi en préfive, pour chercher un hydrosalpinx, le mieux est-il de faire une hystéro, une écho ou une IRM? Une écho, bien sûr, on commence toujours par l'écho. Hein. Moi, il y a un centre de PMA à côté, j'allais dire, on fait que des échos, hein, on fait jamais de... Bon, moi, ce que je fais, il y en a qui font l'hyphosie, je ne sais pas si vous faites, s'il fait l'hyphosie. Bon, l'inconvénient, c'est que, j'imagine, Fitons, c'est cher comme examen. Donc, pour voir la perméabilité des trompes, non, c'est pas très cher. c'est sûr que ça revient moins cher. Et l'examen, j'imagine, je connais pas le degré de remboursement en Tunisie, mais je suppose que quelqu'un qui fait une hystérographie sera sans doute remboursé en grande partie pour son examen, alors que si vous payez l'hyphosie, vous n'êtes pas sûr d'être remboursé dans la totalité. Mais pour un hydrosalpinx, l'écho suffit largement. Hein. Mais des fois, quand il y a beaucoup d'endométrium et beaucoup d'adhérents, c'est difficile. Oui, tout à fait. Quand il y a beaucoup sincèrement, c'est difficile. Exactement. Là, de toute façon, dans tous les cas, même pour un bilan pré-PMA, pour une personne qui a déjà des lésions endométriosiques, elle commence par l'écho, elle va avoir une IRM après. Voilà. Et
elle aura certainement une hystérographie pour la perméabilité de ces trompes. Hein. Elle aura les examens dans cet ordre-là, quoi. Écho, il y Il y a a notre ami Jean-Marc Mayanga qui demande l'âme liquidienne utérine récurrente et adénomiose focale. Quelle est ton expérience? C'est-à-dire, c'est quoi? Elle voit en permanence du liquide derrière l'utérus? Oui, voilà. Ça peut être physiologique, hein, le liquide. Très souvent, il y a toujours une petite lame de liquide derrière l'utérus qui est plus ou moins importante en période d'ovulation, mais bon, des adénomioses focales, on en voit beaucoup, des fois avec un peu de liquide ou pas de liquide, mais vous voyez les logettes, par exemple, ça, on peut passer à côté, les logettes, parce que des fois, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils disent, tiens, elle a plein de trucs à côté de l'utérus, c'est quoi ça? C'est pas... Si elle a eu des poussées d'endométriose, elle peut avoir du sang emprisonné comme ça en logette, et ceux qui font de l'IRM, ils savent qu'on peut trouver ce genre de choses. Il y a une autre question. Comment reconnaître l'origine endométriosique hémorragique de l'acide? Ah, comment reconnaître les lésions hémorragiques de l'acide? Quelquefois, c'est une découverte. Alors, je vais te dire, quelquefois, c'est l'acide qui permet de découvrir l'endométriose. Donc, en faisant la ponction de l'acide, on sort donc du liquide hémorragique, un truc là, et à l'analyse, paf, lésion endométriosique. Quelquefois, l'endométriose est révélée uniquement par de l'acide endométriosique. J'irai même plus loin. En Martinique, il y a un gros service de chirurgie thoracique. Et le chirurgien thoracique un parisien qui a beaucoup de bouteilles, qui est devenu professeur par la suite, il était surpris par le nombre d'hémothorax, donc de découvertes qui a amené de découvrir, donc l'endométriose a été découverte sur un hémothorax. Et il n'y avait pas d'autres lésions visibles d'endométriose. Donc, on peut très, très bien avoir de l'acide, et c'est la ponction d'acide, quelquefois, qui révèle. Bon, il y en a d'autres où on voit de l'acide, mais avec de l'adénomiose, d'un endométrium et tout, et là, on suppose plus ou moins que c'est lié. Sinon, si l'acide hémorragique est récente, on peut voir un aspect échogène aussi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Elle ressemble presque, j'allais dire, un endométrium. Elle est, un hémopéritoine. Oui, exactement, un hémopéritoine, exactement. Voilà. Il y a le docteur Elouafil qui vous demande est-ce que vous pouvez vous passer de l'IRM en préopératoire si l'écho est bien faite par un expert? Moi, je n'opère pas. Hein. Donc, en principe, elles ont toutes une IRM avant. Voilà, bien. Je pense que c'est... Est-ce que la résistance de la PCG... Il y a docteur Janan Sherif qui demande est-ce que la pulsatilité de l'artère utérine se modifie en cas d'endométriose? Est-ce que les résistances et la pulsatilité de l'artère utérine honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Je ne vais pas aller regarder l'index de pulsatilité de l'artère utérine au cas d'endométriose. Voilà, je pense en tout cas, merci Khalil. En tous les cas, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça a été vraiment un plaisir de voir toutes ces images-là et de découvrir beaucoup de choses. Tu nous as appris beaucoup de choses ce soir. Merci à tous les participants et donc merci à tous et à toutes et je vous dis au prochain webinaire, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, Dr. Inch'Allah, bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Merci, bye bye. Bye bye. Merci.